Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les voyages et je dois dire que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui la commentent. Et dans les commentaires, j'ai vu plein de trucs intéressants qui m'ont questionné et aussi qui m'ont fait poser la question de est-ce que ce que j'ai fait dans cette vidéo avait été bien compris? Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont mal compris ou alors que j'ai pas bien expliqué. Et en fait, j'ai envie de donner suite à cette vidéo parce qu'il y avait plein de messages voilà, qui commentaient la manière de faire des voyages X, Y et tout. Et ça soulevait plein de questions intéressantes. Et donc, dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est un truc en 3 parties. La première partie va être de se demander qu'est-ce que c'est l'intention derrière le voyage, à quel genre de jeu on joue. Donc en fait, première partie, on va parler des goûts et des couleurs, j'ai envie de dire, à un moment donné, en fait, il ne s'agit plus que de ça, et de ce qu'on considère comme intéressant, pas intéressant. En deuxième partie, on va parler des rencontres, parce que une des principales confusions, selon moi, qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui disaient « Ouais, tu parles de créer une mécanique pour pas que ça fasse jeu de plateau, mais en fait, on dirait que tu fais un jeu de plateau. » Et en fait, c'est parce que la vidéo se concentre uniquement sur l'aspect mécanique du voyage. J'ai même pas parlé de comment j'allais faire mes rencontres, en fait. De c'est quoi les événements qui ont lieu pendant le voyage. Effectivement, si on enlève ça, on a l'impression d'être devant un jeu de plateau, et donc, je profite de cette vidéo pour parler un peu des rencontres et de ce que je trouve intéressant dans les rencontres. Et en 3, je reviendrai rapidement, justement, pour réexpliquer vite fait la mécanique de voyage que j'avais faite dans la vidéo précédente, parce que dans la vidéo précédente, je créais en live la mécanique, j'y réfléchissais en live, donc je pense que entre le début et la fin de la vidéo, il y a tellement de sujets qui ont été balayés qu'on a l'impression que c'est hyper complexe et hyper mécanique, alors que la solution, le terme n'est pas bon du tout. La conclusion de cette vidéo, la conclusion finale de cette vidéo, c'est une mécanique hyper simple. Mais comme tout le procédé avant pour y arriver, l'épurer et me décider à choisir une mécanique est long, ça donne l'impression que c'est complexe et qu'on va faire beaucoup appel aux règles et qu'on va beaucoup penser en mode règle, alors que c'est pas le cas du tout. Commençons par l'étape 1, les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. En fait, ce qui était intéressant dans la vidéo, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disaient « Honnêtement, moi, après 15 ans de carrière dans le jeu de rôle, 20 ans de carrière dans le jeu de rôle, j'en suis arrivé à la conclusion que les voyages, c'était pas intéressant. Et donc, je les ellipse. Variante à ça, je suis arrivé à la conclusion que les voyages en soi, en fait, il devrait juste y avoir une petite succession de scènes qui vont se passer pendant le voyage, de succession de scènes qu'on va gérer de manière classique, en fait, qu'il n'y a rien de spécial à faire jouer un voyage. C'est un point de vue, et d'ailleurs, je fais comme ça dans certaines de mes campagnes de jeux de rôle. Mais j'irai pas jusqu'à dire que j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Parce que même si peut-être qu'on n'en a pas l'impression, moi aussi, ça fait longtemps que je fais du jeu de rôle. Je vais pas m'amuser à mettre les chiffres parce que honnêtement, je trouve que c'est pas un argument en fait de dire ça fait X années que je joue au jeu de rôle et donc j'en suis arrivé à une conclusion. J'ai testé plein de trucs et que je ne renie pas. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Au moment où je fais la vidéo, je me pose la question de la campagne du moment, comment est-ce que j'ai envie de la jouer? Et évidemment qu'il y a des campagnes où le voyage aura moins d'intérêt pour moi, ou alors ou tout simplement matériellement en fait des campagnes où je sais pas, on peut jouer qu'une fois par mois. Et donc honnêtement, je vais trancher dans l'art, on va faire que des scènes qui sont ultra importantes pour l'histoire parce que on joue qu'une fois par mois. Moi, la campagne à laquelle je joue, c'est une campagne qui se joue toutes les semaines et donc on peut se permettre un rythme plus lent. D'ailleurs, c'est intrinsèque au bac à sable selon moi. Pour moi, un bac à sable, c'est plus lent. Et surtout un bac à sable d'exploration, d'aventure. Parce qu'un bac à sable urbain, ça pourrait être assez rapide, éventuellement, je sais pas. Mais pour moi, le fait que ce soit bac à sable, déjà dans le fait que les joueurs puissent déterminer leurs objectifs et qu'ils ont une multitude de choses différentes qu'ils pourraient faire, ça implique forcément d'avoir beaucoup de réflexion, de temps accordé au choix de ce qu'on va faire ensuite, et donc ça ralentit la partie. Mais bon, là, on sort un peu du sujet. En gros, pour moi, c'est plus une idée de goût et de couleur que d'arriver à une conclusion. Et donc, dans ces mêmes commentaires, il y avait un truc de, honnêtement, l'attrition, l'encombrement, j'y suis passé, moi, ça me saoule. Et en fait, je comprends complètement que ça saoule les gens. Et je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas. Et d'ailleurs, je suis pas là non plus pour dire qu'ils sont de mauvaise foi, puisque les gens dans les commentaires disent bel et bien, moi, ça me saoule. Mais moi, ça me saoule pas. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'en me donnant cette réponse, évidemment, ma manière de percevoir la réponse est complètement biaisée parce que je ne connais pas les intentions derrière le commentaire. Mais je trouve ça comparable pour vous donner une image au fait que, par exemple, quelqu'un vienne vous voir et vous dise « J'ai vraiment envie d'aller voir un match de foot, mais je sais pas comment faire. » Et vous lui répondez « Honnêtement, le foot, j'ai regardé pas mal, je trouve ça pas ouf. Tu devrais plutôt aller voir un match de rugby, je te conseille ça. » Il y a un peu ce truc-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la démarche de donner à quelqu'un pas ce qu'il a envie, mais ce dont on pense qu'il a besoin.
Et honnêtement, moi, je sais ce dont j'ai envie. J'ai envie qu'il y ait une forme d'attrition, etc. Et c'était ça tout le but de la vidéo. J'en suis pas arrivé à la même conclusion de vous que c'était nul. J'en suis arrivé à la conclusion que, en fonction de la campagne à laquelle j'ai envie de jouer, je fais différemment. Donc là, en l'occurrence, toute la démarche derrière, en fait, elle est justifiée par ça. Elle est justifiée par le fait que j'ai envie qu'il y ait une forme d'attrition que j'ai mise en place pour faire briller certaines compétences des joueurs qui ont des capacités en fait pour lutter contre l'attrition. Si on ne doit pas gérer la nourriture, ni l'encombrement, ni le voyage, il y a plein de compétences qui ne seront que du fluff entre guillemets. Et là aussi, je suis d'accord que c'est pas parce que vous faites une partie de jeu de rôle où il y a un rôdeur dans le groupe qu'il faut forcément qu'il y ait plein de mécaniques autour de la survie pour faire briller le rôdeur. C'est pas obligatoire. Vous pourriez tout à fait considérer ça comme de la pure saveur, du fluff, pas du crunch, et dire que le rôdeur, etc., il va juste décrire une chasse telle qu'il l'amène, décrire comment il piste, etc., et qu'on est juste là pour écouter ça. Mais en fait, moi, je joue à un jeu où j'ai envie de mettre en avant les mécaniques, en l'occurrence. Je joue à Shadow Dark. Quand je joue à un autre jeu plus narratif, peut-être que je m'en balance de ça. Vous voyez, c'est pas pour moi une question de est-ce que c'est intéressant à jouer ou pas. Ça dépend des gens. Moi, ma question, c'était comment je vais le rendre intéressant. Comment je vais faire un truc qui va répondre aux envies que j'ai, mais sans me faire tomber dans des trucs dont j'ai pas envie, c'est-à-dire du pur jeu de plateau. Et en fait, la nuance qu'il faut capter, c'est que là d'où je venais avant la vidéo, c'est que je venais de faire un X-Crawl, et dans le X-Crawl, il y avait un jet de dés par case, et il y avait des cases qui étaient inintéressantes. C'est-à-dire qu'il y avait des jets de dés qui, entre guillemets, n'étaient pas intéressants. Entre guillemets, pour moi. C'est-à-dire que lorsque 3 fois d'affilée, on fait un jet de dés, et que ce jet de dés nous dit « il se passe rien », je trouve ça pas intéressant. Là, j'ai l'impression de jouer à un jeu de plateau, honnêtement. C'est-à-dire qu'à chaque case, on jette des dés pour voir s'il se passe un truc, et on fait « non, il se passe rien ». Ok, relance les dés. Il se passe rien. Relance les dés, fais un jet de X, etc. On emploie pendant une trop longue phase du vocabulaire, on va dire mécanique pour moi, pour qu'on ait la sensation d'un voyage où on est exposé à des choses et tout. Ou alors, ça voudrait dire qu'à chaque jet de dés, je dois décrire un peu un truc dans le X qu'on a traversé, mais il se passe rien de particulier. Et c'est redondant, en fait. Donc si je devais refaire un X-crawl, pour le coup, ce que je ne vais pas faire, puisque je suis parti sur mon truc plus proche d'un point crawl dont je parlais dans la vidéo, si je devais refaire un X-crawl, en fait, je pense que ce que je ferais, c'est que toutes les cases seraient intéressantes, en fait. Il y aurait beaucoup moins de X. La map, ce serait plus 50 cases sur 50 cases avec des chances aléatoires à chaque fois qu'il se passe un truc sur une case. Ce serait juste 12 cases sur 12 cases, et sur toutes les cases, il y aurait un truc qui va se passer. Mais voilà, non, en gros, c'est de ça que je suis parti, et l'endroit où je voulais arriver, c'était un feeling moins jeu de plateau. Alors après, j'imagine que chacun a une sensibilité différente dans ce qu'il considère comme quelque chose qu'il ressent comme du jeu de plateau ou non. Honnêtement, moi, la mécanique que j'ai proposée, je trouve pas que ça fasse jeu de plateau. On y reviendra à la fin dans la 3e partie. Maintenant, on va passer à la 2e partie, parce que la 2e partie, c'est sur les rencontres plus. Parce qu'effectivement, dans la vidéo précédente, comme je disais, je parlais uniquement de la mécanique de voyage, et donc du coup, ça pouvait donner l'impression qu'en fait, il y avait juste cette mécanique de voyage et qu'il n'y avait pas qu'on parlait pas de la saveur des rencontres, de comment est-ce qu'on allait créer les rencontres, etc., etc. Donc c'est peut-être ça qui a donné l'impression à certains, j'ai l'impression, qui me disaient un argument qui revenait, c'est des trucs qui font pas avancer l'histoire, les rencontres aléatoires, etc., etc. Et je suis pas d'accord du tout. Donc je vais vous expliquer ce qui, selon moi, fait une bonne rencontre. Ce qui fait, selon moi, une bonne rencontre, c'est assez cliché, en fait, il y a plein de vidéos là-dessus, donc c'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit, et c'était pas le sujet de ma vidéo. On prend souvent l'exemple des rencontres aléatoires un peu nulles, genre on tombe sur 5 loups, ok, on avance, on tombe sur 3 gobelins, ok, on avance. C'est pas du tout ça que je prévois de faire. Déjà, il y a plusieurs variables dans chacune des rencontres, donc ça c'est ce que j'appellerais le contexte. Effectivement, si on tire juste des monstres sur une table de monstres qui tombent, c'est pas très intéressant. La première variable, c'est donc le sujet, est-ce que c'est un monstre, mais pas seulement un monstre en fait, ça peut être quelqu'un de gentil, un voyageur qui passe par là, ça peut être un obstacle physique, genre il faut escalader un truc, j'en sais rien. Donc ça, c'est, on va dire, le sujet de la rencontre. La deuxième chose, c'est le contexte. Et le contexte, ça change tout. C'est pas pareil de rencontrer des gobelins qui sont en train d'attaquer des voyageurs, un gobelin blessé sur la route à l'agonie, un gobelin qui est en train... Il y avait un excellent exemple que j'ai beaucoup aimé dans les commentaires, très cool, des gobelins qui étaient en train de faire sortir des bulettes. Donc des bulettes, c'est les gros monstres, là, les requins de terre, qui étaient en train d'essayer de les faire sortir d'hibernation pour pouvoir les utiliser ensuite comme armes de guerre pour attaquer le village voisin. Il y a plein de manières de contextualiser différemment. Donc en soi, il y a là, c'est on pourrait dire des contextes un peu, entre guillemets, complexes, peut-être à rendre aléatoires. Si je voulais rendre ça aléatoire, il me faudrait des tables bien spécifiques. Ça, c'est des contextes un peu plus réfléchis, mais rien qu'avec l'aléa, vous pouvez changer le contexte de la réaction et de la distance de la rencontre. Ne serait-ce que ça change tout. Si je tombe nez à nez avec un gobelin farouche
ou que je tombe sur des gobelins qui sont en embuscade, mais je les vois de très loin, et j'essaye de voir à qui ils tendent une embuscade, c'est pas la même chose. Et là, ce qui change, c'est non seulement le contexte, mais la distance avec la rencontre. Et je peux aussi faire un jet de réaction. C'est-à-dire que je peux tomber sur des gobelins qui sont agressifs ou des gobelins qui sont sympas. Tout ça, c'est des tonnes de variables qui vont changer le contexte. Le deuxième truc après le contexte, selon moi, c'est que pour qu'une rencontre soit intéressante, il faudrait la plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps, qu'elle montre quelque chose sur le monde ou qu'elle fasse avancer le plot, ou qu'elle soit liée à un plot et que si on creuse, en fait, il y a quelque chose derrière. Parce que c'est vrai que si on fait une succession de scènes un peu random et tout, au bout d'un moment, on peut trouver ça un peu nul. Genre d'abord, je peux reprendre exactement les mêmes exemples pris précédemment. Si je tombe sur un gobelin qui est blessé, et en fait, il se fait juste mordre par un loup et je décide de le soigner et puis il s'en va, et que ça n'a pas d'autres conséquences, bon, c'était une rencontre un petit peu originale parce qu'en général, j'aime bien prendre les gobelins parce que justement c'est cliché. En général, les gobelins ils nous attaquent, on les tue et on passe notre chemin, c'est ça le cliché. Là, c'est un peu différent, mais c'est pas renversant non plus. Si la scène d'après, je vois des loups qui s'attaquent à un faon, bon, ça peut. J'aime pas dire ça, je vais le dire quand même. C'est pas forcément ouf, mais en vrai, ça peut être ouf. Parce qu'il y a un autre truc qui était intéressant, il y a quelqu'un qui disait le côté aléatoire des rencontres. Le seul intérêt pour moi, c'est que ce soit une surprise pour le MJ et tout. Et moi, ce qui m'intéresse, là où j'aime bien être surpris, c'est dans la réaction des PJ. Mais le truc que je décrivais ne renie en rien la réaction des PJ et la manière dont ils vont être complètement libres, soit d'ignorer complètement la situation face à laquelle ils vont se trouver, et ils vont être complètement libres de réagir de manière complètement différente. On pourrait se dire, par défaut, que c'est hyper pas intéressant de faire tomber les PJ sur des loups qui s'attaquent à un faon. Honnêtement, ça peut être nul, mais ça peut donner lieu à une scène de ouf. Il peut y avoir un PJ qui se saisit de ça et qui dit « Quand je vois ça, ça me rappelle l'enfance de mon personnage lorsque il se faisait bully parce qu'il était plus petit que tout le monde. Et dans ce faon, je me retrouve, moi, enfant, entouré par des brutes de mon village. Est-ce que là, la scène, d'un seul coup, elle prend pas plein de significations? C'est pas moi qui l'ai écrit quelque part. La scène est purement aléatoire. Sur le papier, ça pourrait être nul. Et c'est bien la réaction de mon joueur qui l'a rendu cool. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà relativiser le fait que toutes les scènes devraient être fouillées et intéressantes, parce qu'elles peuvent devenir hyper intéressantes alors qu'a priori on pensait que non. Et il faut relativiser aussi le fait que les scènes aléatoires ne sont pas intéressantes. Mais je prends un peu d'avance sur la suite, toujours dans mon point 2. Donc il y avait montrer quelque chose de l'univers ou faire avancer le plot. Ou en tout cas amorcer un plot ou être lié à un plot. C'est plutôt ça. La plupart du temps, si je prépare des rencontres à l'avance, inévitablement, moi, je vais les lier à un plot. Ça, c'est certain. Par exemple, et d'ailleurs, entre la vidéo sur le voyage et tout, il y a une vidéo de la Shadow March qui est sortie où, en fait, vous voyez ce qui s'est passé pendant le voyage et où j'ai utilisé cette mécanique. Si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que parmi les rencontres qu'il y a eu, les scènes qu'il y a eu, que j'avais prévues, il y a eu une mutinerie, il y a eu on tombe sur une charrette renversée avec des kobolds, on décide de pas les affronter. Donc déjà, c'est pas juste une succession de combats, on n'a pas le choix de ce qu'on fait, etc. On tombe sur une charrette avec des kobolds, et dans cette charrette, on découvre un mec qui porte un miroir, ce qui signifie qu'il fait partie sûrement de l'ordre des capuchons, donc on pense que c'est un agent secret, et on voit aussi un sigle en forme de dragon sur la charrette, etc., qui fait du foreshadowing pour des trucs potentiellement futurs qui vont arriver. Pour moi, il y a plein d'indices pour la suite qui ont été posés dans cette scène. Certes, j'en ai pas parlé sur la vidéo du voyage, mais la vidéo du voyage, encore une fois, se concentrait uniquement sur la mécanique du voyage, pas sur les scènes qu'on va jouer et leur intérêt. Et troisième rencontre, pareil, il y a un personnage qui rencontre un de ses amis d'enfance dans un complot politique et tout. Donc bref, pour moi, ça c'est très très différent. Et là, ce que vous voyez, c'est que chacune de ces rencontres, elles font avancer le plot. Enfin, elles sont plus ou moins liées à des intrigues qui sont... j'aime pas le terme plot parce qu'à chaque fois, ça fait penser à linéaire, c'est pas du tout le cas. Mais elles sont toutes liées à... Ouais, si, en fait, plot, ça veut dire intrigue, donc c'est ça. Elles sont liées à des intrigues en fond que les joueurs n'ont pas encore découvert, et elles leur donnent des indices pour la suite. Et ça, c'est très très fort. Je pense que un des trucs qui est très très cool dans le voyage, c'est le foreshadowing. Le foreshadowing, c'est l'idée de montrer des indices de trucs qui pourraient se passer plus tard. Je trouve que c'est un très bon moyen d'amener de manière, entre guillemets, anecdotique, des éléments qui peuvent avoir de l'importance, et qui pourront ou pas se révéler importants. Ensuite, il y a la mutinerie, la rencontre de la mutinerie qui a été jouée dans la Shadow March. Elle, pour le coup, elle faisait pas vraiment avancer l'intrigue. C'était plus une conséquence d'actions précédentes des PJ que dans leur groupe, il y a des gens qui se mutinent. Et ça, pour moi, c'est plus montrer que le monde est vivant. Montrer que le monde est vivant. Donc l'idée, c'est qu'il y avait quelqu'un qui disait ça dans les commentaires. Il disait, moi, quand je fais un voyage, pas de mécanique.
Je réfléchis que à des trucs qui montrent des trucs sur l'univers et tout. Mais en fait, moi aussi. En fait, c'est là où j'avais pas bien compris. Pour moi, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. L'idée là de la rencontre de la mutinerie, c'était de montrer qu'il y a des membres du groupe qui commencent à en avoir marre de suivre les PJ. Ils n'ont pas le choix. Je ne vais pas vous expliquer le contexte de la campagne, ce serait trop compliqué. Ils n'ont pas vraiment le choix de rester avec eux. Et ils ont envie de revenir maître de leur destin, de se mutiner, etc., etc. Donc ça montre quelque chose sur la région. Et dans chacune des rencontres que je vais proposer, ça va montrer des trucs sur le monde. Effectivement, si je tire aléatoirement plein de monstres random et qu'on les croise, ça montre pas grand-chose sur le monde. On a juste l'impression de jouer à un JRPG, c'est-à-dire je marche dans les hautes herbes et il y a un monstre et je dois le combattre. C'est pas du tout ça l'idée. Je pense que c'est à peu près compris. Et le truc là, sur lequel j'aimerais revenir, c'est que ça marche en préparation, en émergence. Parce que la plus grosse critique qui était un peu adressée au fait de faire des rencontres aléatoires, c'était ce côté JRPG. Ces rencontres aléatoires n'ont rien à voir avec l'intrigue. J'ai pas pu les prévoir en avance, donc elles vont être complètement décorrélées. Ça, je pense que ça dépend vraiment de 2 facteurs. Le premier, c'est la qualité des tables aléatoires que vous utilisez, ou plutôt de la manière dont on les utilise. Pour moi, il y a 2 types de tables aléatoires. Il y a les tables aléatoires qui servent à randomiser une partie du contexte, c'est-à-dire la distance, comme on disait, les réactions, sur quelle créature de la région je tombe par hasard. Je peux déterminer à l'avance les créatures de la région qui vont être dans la région, etc. Donc en fait, je peux créer ma propre table aléatoire, qu'elle soit parfaitement adaptée à la région dans laquelle je vais jouer. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de table aléatoire spécialisée d'une certaine manière. Ou alors, je peux me servir des tables aléatoires comme de l'émergence. C'est-à-dire que cette fois-ci, je réfléchis pas à tout ce qu'il y a dans ma région, je connais quelques trucs qui sont dans ma région, et les tables aléatoires vont me dire ce qu'il y a dans ma région. Et en fait, quand je vais tirer les dés, on va arrêter avec les gobelins, je vais peut-être tomber sur des harpies. Et moi, en tant que MJ, j'avais aucune idée du fait qu'il y ait des harpies. Et au moment où il y a les harpies qui arrivent, c'est pas un JRPG. C'est pas... Je mets un coup d'épée à une harpie, oh, moins 5 points de vie, et hop, je gagne 3 d'XP. C'est pas du tout ça la démarche. La démarche, c'est, ok, il y a des harpies. Et moi, en tant que MJ, là, maintenant, je me dis, comment je vais justifier, en fait, que ces harpies soient dans l'univers? C'est ça, le truc. Et donc, du coup, ces harpies, elles vont être liées à l'univers. Donc, effectivement, le risque, c'est soit j'arrive pas à improviser, et dans ce cas-là, ça sonne creux, soit j'improvise pas. Si j'arrive pas à compléter la raison pour laquelle, moi, en tant que MJ, les harpies sont là, ça va faire très artificiel et très nul. Mais si derrière, j'arrive à improviser efficacement, ou mieux, j'ai un contexte suffisamment solide pour très rapidement relier les harpies au contexte, et que ça me semble complètement organique, il n'y a pas besoin que tout soit réfléchi à l'avance, en fait. Ça va dépendre de ma capacité à improviser. Après, il peut y avoir des joueurs qui sont ultra rebutés par le fait qu'il y a des trucs qui émergent. On connaît ça, même si par principe, le jeu de rôle, c'est de l'improvisation et de l'émergence. C'est incontournable, il y en a dans toutes les parties. Il y a des gens, voilà, si il y a des trucs qui ont l'air improvisés, ça les sort du truc, mais honnêtement, je ne joue pas avec ces gens-là et c'est pas grave. Un bon exemple de ça, et pour le coup, c'est pas vraiment une rencontre aléatoire, c'est un cauchemar qu'un de mes joueurs fait dans la campagne. Et en fait, à chaque fois pendant le cauchemar, je lui demande d'ajouter des détails dans le cauchemar. Donc, c'est-à-dire qu'on crée à 2 le cauchemar. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que le plus rapidement possible, mon cerveau de MJ à ce moment-là, il est pas en mode je délivre un cauchemar que j'ai inventé, etc. Parce que je sais pas quoi, j'ai une vision d'auteur, je suis un grand écrivain du 21e siècle qui fait du jeu de rôle au lieu d'écrire un roman. Je troll un peu. À ce moment-là, en fait, ce que je fais, c'est que le plus rapidement possible, là où mon cerveau se concentre, c'est quand il me donne un détail, je le recolle à ma toile de fond. Moi, j'ai une toile de fond en tête. En fait, j'essaie juste de récupérer le détail et de venir le mettre de manière cohérente avec la toile de fond que j'ai. Ce qui fait que ce cauchemar qui émerge en improvisation, en improvisation, en narration partagée, tout comme une rencontre aléatoire pourrait arriver, dans les 2 cas, en fait, je relie ça au plot, je laisse pas juste ça en mode ça sert à rien et c'est lié à rien d'autre, et du coup, effectivement, c'est pas très intéressant. Et je terminerai en disant que si, dans 90% des cas, moi je préfère et j'essaye, je m'efforce, que ce soit aléatoire, émergent ou préparé, je m'efforce de faire en sorte que tout ait un lien avec l'histoire, puisse en avoir un, que tout ait des conséquences et que ça donne du sens à beaucoup de choses. Et ben de temps en temps, c'est l'exception qui confirme la règle, je trouve que ça peut aussi être intéressant d'avoir une rencontre aléatoire qui a très peu de sens et qui est anecdotique. Il faut pas que ce soit la règle. Si je fais un voyage de 10 rencontres aléatoires anecdotiques qui n'ont aucun lien entre elles, je pense que c'est là où on arrive au moment ennuyeux que certains soulignaient et que j'ai déjà vécu aussi pour ma part, hein. Mais par contre, le faire une fois de temps en temps, je trouve que ça a un côté personnellement immersif. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais tomber sur une situation qui n'a rien à voir avec le plot en cours, complètement hasardeuse, et ça fait aussi partie du voyage et de ce qu'est le chaos en fait de la vie. Et ça permet aussi de souligner le fait qu'on n'est pas dans un truc purement narratif.
En fait, quand tout est trop lié et tout le temps, je trouve que moi, ça me fait l'effet inverse, en fait. L'effet inverse de l'aléatoire, les gens qui supportent pas le côté mécanique aléatoire et qui se disent, bah là, j'ai l'impression de jouer à un jeu de plateau. Je suis d'accord avec eux si c'est poussé trop loin. Et dans l'autre sens, si c'est poussé trop loin, le côté, chacune des rencontres que je fais sur la route a l'air d'être reliée à l'histoire principale, entre guillemets, ou à un truc que j'ai vu avant, ou je sais pas quoi. Je trouve que j'ai l'impression, en ressenti, d'être sur des rails. Que en fait, mon personnage, il lui arrive toujours le truc au bon moment, le truc qui devait lui arriver et qui est prévu en fait depuis le début. Et si de temps en temps, il y a un truc complètement random, genre je tombe la dernière fois comme exemple sur un ogre qui est en train de rompicher dans un moulin, et ben, soit je m'en fous, soit j'ai envie d'aller voir. Mais en fait, le fait que la situation soit complètement random, ça me donne l'occasion de m'exprimer et de dire quelque chose sur mon personnage, en fait. Comment réagit mon personnage quand il tombe sur un truc complètement hors du commun et qui est pas son histoire de sa vengeance, de sa famille, de je sais pas quoi, de politique et tout. Qu'est-ce qui fait quand il se passe ça, en fait, dans le monde? C'est comme si moi, là, je marchais dans la rue et bah, y a quelqu'un qui se fait agresser. Est-ce que je vais l'aider ou est-ce que je vais pas l'aider? Le mec qui se fait agresser, quand je vais venir le sauver, ça va pas forcément être Merlin qui doit me donner une épée. Et celui qui agressait, c'était pas forcément un assassin secret relié à la faction des grands méchants de mon histoire. Vous voyez, ça peut juste être une situation complètement random. Et de temps en temps, en fait, ça crée de l'immersion et ça appelle à jouer le quotidien. C'était un autre truc dont on avait parlé encore une fois, que je trouve très très cool, c'est de jouer des moments du quotidien. Et ça peut être un moment du quotidien dans lequel les personnages vont s'exprimer, comme l'exemple d'ailleurs du loup, des loups qui attaquent un fan, là, comment je réagis à cette situation qui, honnêtement, pourrait sembler complètement anodine et inintéressante. Donc voilà, il y a tout ça au niveau des rencontres. Et maintenant, j'aimerais revenir finalement sur pourquoi je réfléchissais à toute cette mécanique de voyage. En fait, la mécanique de voyage, si vous regardez bien la vidéo, tout ce qui en ressort, c'est une mécanique qui sert à savoir combien de temps prend le voyage. Et ça, je trouve que c'est un enjeu intéressant. C'est ce que je voulais dire aussi. C'est que pour moi, le voyage, effectivement, si je peux pas mourir, pas perdre de temps, que c'est juste fait pour faire une promenade, etc., c'est pas intéressant. Honnêtement, si on me fait faire un voyage et que à chacune des étapes du voyage, c'est un petit combat pas dangereux, juste pour dire qu'il y a un petit combat sur la route ou je sais pas quoi, et qu'il n'y a pas d'enjeu, moi ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'à chacune des rencontres sur la route, je puisse mourir, parce qu'en fait, le voyage est pas censé me préparer à ce qui va m'arriver plus tard, parce qu'il n'y a pas forcément une narration toute prévue. Je sais pas quand mes PJ vont crever, en fait, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et donc, c'est là qu'il y a un vrai enjeu déjà. La possibilité de mourir pendant le voyage, et c'est là où l'attrition devient intéressante, et où le temps qui s'écoule devient intéressant à traquer. Et donc, tout ce que fait ma mécanique de voyage, je vous rappelle ce que c'est, il y a des sortes de rencontres qui sont prévues, qui sont facultatives, donc je sais pas comment les PJ vont les gérer, auxquelles ils sont même pas obligés de s'intéresser. Donc là, honnêtement, c'est comme n'importe quelle partie de jeu de rôle, on est d'accord. Tout ce que ma mécanique de voyage, elle amène entre-temps, c'est un jet pour savoir combien de temps passe entre chaque étape. Il est influencé par est-ce que les PJ ont pris de l'équipement et est-ce qu'ils sont compétents? C'est aussi simple que ça. Et en fait, à chacun des segments qui séparent les scènes, admettons, première scène, la mutinerie dans le camp, deuxième scène, l'embuscade de la charrette, bah là je leur décris, vous êtes dans des collines, vous avez du mal à voir à l'horizon, il y a souvent des obstacles qui vous barrent la route, vous avez un peu peur de vous perdre, qu'est-ce que vous faites? Il y en a un, il me dit, bah je prends la tête du groupe et j'essaie de nous guider, je lui dis, jette les dés, en fonction de s'il a de l'équipement approprié et de si il est compétent, et en fonction de la manière dont il me décrit le truc, je détermine quelle compétence est utilisée, quel va être son bonus, son malus, on jette un dé, et on voit combien de jours prend l'étape. C'est aussi simple que ça. Moi, je trouve pas que ça fait jeu de plateau. Donc voilà, j'espère que ça éclaircit ce que je proposais dans la vidéo précédente, que ça permet de mieux la contextualiser. Évidemment, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui fassent quand même des ellipses et tout, mais en fait, je pense que vraiment là n'était pas la question. C'est pour ça que j'ai essayé d'éclaircir un peu le truc. Et d'ailleurs, si à un moment donné, j'ai pas envie de faire un voyage, je le fais pas. La mécanique, je suis pas obligé de l'utiliser à chaque fois. Et aussi, je ne m'empêche pas, là aussi, c'est là la différence avec le jeu de plateau, entre guillemets, je m'empêche pas de foutre le sbeul. C'est-à-dire que, admettons, ils sont perdus dans les collines, là, et il y a le mec qui fait un jet pour savoir s'ils perdent du temps. Je lui dis, bon, t'as galéré dans les collines, vous perdez 2 jours, et hop, on arrive à un nouvel événement, ça c'est une possibilité, mais admettons, il fait un énorme échec critique, où il propose un truc super bizarre, ou je sais pas quoi, il y a un truc qui émerge, je peux complètement sortir de la mécanique que j'avais prévue. Par exemple, je sais pas, il fait un échec critique, peut-être que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, s'il fait une sorte d'échec critique, que je me dirais, ça peut être marrant, là, de lancer juste un combat catastrophique, parce qu'il y a l'échec critique, parce qu'on est dans un momentum de « Oh non, échec critique !» Et là, moi, je fais « Ok,
Je pense que vous allez tomber sur un truc sale. Jette les dés, t'essayes de les faire passer par une grotte, tu penses que c'est un raccourci, t'es sûr de toi. Et en fait, vous tombez nez à nez avec, je sais pas, une bullette justement. La grotte commence à s'effondrer et vous voyez sous le sol, ça tremble, et une petite motte de terre qui se lève et un énorme monstre qui émerge. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Faut pas que ce soit tout le temps ça. Et en fait, la mécanique telle qu'elle a été conçue, elle a juste été conçue pour qu'il y ait une standardisation de ce que je vais faire en général. Et qu'au moment où il y a un voyage, je sache quelle mécanique me permet de jouer l'enjeu du temps qui passe, etc. Parce que si je le mécanise pas, je trouve que ça fait perdre de son intérêt aux horloges que je mets en place, c'est-à-dire des événements qui arriveront quoi que les PJ fassent, sauf s'ils arrivent à interférer. Typiquement, je sais pas, je peux dire que on commence la campagne, dans 20 jours, il y aura un séisme. Le séisme, il va changer plein de trucs dans la région auxquels j'ai pu déjà penser un petit peu en avance, auxquels je me prépare dans ma tête. Et en fait, j'ai pas envie de, en tant que MJ, choisir le moment où va arriver ce séisme, donc je lui mets une horloge. Il peut y avoir, je suis pas en train de dire, j'essaye en tant que MJ de ne rien contrôler pour ne surtout pas guider les PJ. Non, il y a des moments où il y a des coïncidences, il y a des moments où moi je décide de pousser un truc dans la fiction. Mais j'aime bien aussi qu'il y ait des événements que je retire de mon contrôle en tant que MJ. Je sais pas quand ils vont arriver. Peut-être qu'ils vont arriver à un moment anecdotique, au pire moment, au meilleur moment, j'en sais rien. Et ça, je trouve que ça donne ça renforce le sentiment que le monde est vivant et qu'il se passe des trucs. Et c'est pour ça que la mesure du temps, pour moi, est importante. Et si j'arbitre quand est-ce qu'arrivent les événements ou que j'arbitre complètement l'écoulement du temps et que en fait il n'y a pas d'enjeu là-dessus, je trouve que ça enlève un truc. Parce que du coup aussi, la question que ça pose, et je vais terminer là-dessus, parce que sinon ça va être infini cette vidéo en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fonction des choix stratégiques de est-ce qu'on s'arrête pour faire cette rencontre qui va peut-être nous faire perdre du temps, etc., ça prend du sens au fur et à mesure que on se rend compte que le monde bouge autour de nous et ça devient un enjeu, donc ça devient intéressant. Jouer une scène de chasse sans enjeu, ça n'est pas intéressant. Jouer une scène de chasse qui peut être une question de vie ou de mort, c'est intéressant. Si on va mourir de faim, est-ce qu'on va devoir manger les PNJ qui sont dans notre groupe pour survivre? Vous le demande. Bon voilà. Après, c'est subjectif ce qu'on trouve intéressant et pas intéressant, mais voilà, la boucle est bouclée, je pense là, en fait, dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, chacun joue comme il veut. Mais j'espère que ça vous éclaire sur mes intentions. J'ai l'impression qu'il y avait une petite incompréhension. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez suivre toutes ces petites vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Une bonne journée. Au revoir.